eh bien c'est un beau symbole. Merci d'être venu. À vous. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je me présente, je m'appelle Nicolas Guillot, je suis membre du conseil étudiant du Printemps de l'économie, étudiant en master de recherche économique à Sciences Po et également président de l'ADE Sciences Po, l'association d'économie de Sciences Po. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour cette 4e session du Printemps de l'économie consacrée au rôle de l'éducation dans une économie mondialisée. En effet, avec la mondialisation, couplée aux innovations et à la révolution numérique, on a une grande modification des besoins en compétences et en qualification. Dans l'économie du XXIe siècle, qui est dirigée par la course au capital humain, le système éducatif français est-il toujours de taille? Sous les coups de la mondialisation, comment se transforme-t-il? Quelle stratégie nationale mettre en place face à la concurrence internationale? Pour répondre à toutes ces questions, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui, tout au bout, Monsieur Éric Charbonnier, analyste au sein du département de l'éducation et des compétences de l'OCDE depuis 1998, département notamment connu pour ses publications au regard sur l'éducation et la réalisation de l'enquête PISA sur les compétences des élèves de 15 ans. Ensuite, Madame Élise Hilary, ancienne professeure d'économie à Sciences Po et désormais professeure à Paris-Dauphine, membre du Conseil d'analyse économique, chercheuse affiliée au laboratoire JPAL et au LIEP et spécialiste de l'économie de l'éducation. Monsieur Jean-Marc Huard, ancien professeur de sciences économiques, ancien inspecteur général de l'éducation nationale, lauréat du prix du manager public de l'année pour son action contre le décrochage scolaire et désormais directeur général de l'enseignement scolaire, qui ainsi est en charge de la conception de la politique éducative et pédagogique du ministère. Monsieur Michel Oudebine, polytechnicien et administrateur INSEE, ancien secrétaire général de la Commission économique de la Nation, ancien chef des politiques publiques et depuis 2015, chef économiste à la Direction générale du Trésor rattaché au ministère de l'économie. Et à mes côtés, Monsieur Daniel Aginski, ancien élève de l'école normale supérieure, professeur agrégé de philosophie et désormais chef de projet au département Société et politique sociale de France Stratégie, en charge des questions liées à l'éducation. Et enfin, sans oublier, Madame Inren Inchospe, journaliste à l'opinion, qui aura le plaisir de modérer ce débat et à qui je laisse la parole. Merci. Merci pour cette présentation. Donc c'est sûr que le rôle de l'éducation dans une économie mondialisée, c'est davantage un sujet de thèse, voire de recherche de plusieurs années qu'un sujet de table ronde. Enfin, avec les intervenants qui sont là, très hautement qualifiés, je pense qu'on va évidemment s'en sortir. Donc déjà, pour faire simple, on peut dire que mondialisation implique comparaison. Vous savez qu'il y a le classement PISA, il y a le classement de Shanghai, donc on est un peu obligé de se comparer aux autres. Et vous connaissez le proverbe, quand je me regarde, je me désole, quand je me compare, je me console. Donc on va essayer de voir aujourd'hui si c'est vrai pour notre système d'éducation nationale. Et on va commencer peut-être par un état des lieux, un diagnostic sur effectivement comment il se compare par rapport aux autres. Et je vais donner la parole peut-être d'abord à Daniel Agazinski qui a fait des travaux sur ce sujet et il va l'illustrer avec quelques graphes. Merci beaucoup, bonjour à toutes et à tous. Alors, éducation dans une économie mondialisée, c'est pas forcément pour faire le philosophe de service que je vais dire ça, mais ça va pas forcément de soi. On pourrait considérer que la qualité de l'éducation est un bien en soi, une valeur en soi qui mérite d'être poursuivie, quel que soit le contexte économique, et en un sens, il faut garder, je pense, cette idée en tête de toute façon, mais ça n'empêche pas de s'interroger, comme on le disait à l'instant, sur ce que la situation de la mondialisation de l'économie, de la mondialisation des échanges, impose comme cahier des charges en matière éducative. Les deux principales choses, effectivement, les deux principales idées qu'on peut avoir au début, c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire comparaison, et j'ajouterais concurrence et comparaison, en quelque sorte, que je vais détailler très, très rapidement. Et on pourrait peut-être, dans le cas de la France, c'est ce que vous disiez à l'instant qui m'y faisait penser,
renverser le proverbe et dire quand je me regarde, je me félicite et quand je me compare, je m'inquiète. Et donc il est maintenant courant de considérer que ce sont en grande partie les comparaisons internationales, notamment celles produites par l'OCDE, dont Éric Charbonnier parlera plus tard, qui ont avivé une forme d'inquiétude sur pas forcément uniquement l'état du système éducatif, mais l'état de formation des citoyens et donc aussi des acteurs économiques français. Je vais commencer par un graphe qui est peut-être pas le plus facile à lire pour des gens qui n'ont pas l'habitude, qui ressemble à une toile d'araignée, qui est un radar. Le radar, c'est une série de points qui, sur chaque ligne qui part du centre du radar, désigne le niveau atteint par, en l'occurrence, un pays, une moyenne de pays ou une série de pays. Et là, il s'agit des compétences des adultes. Or, pourquoi je commence par là? Parce que, de fait, dans l'économie, ce sont les adultes qui sont les actifs en général, et c'est le résultat de l'histoire d'un système éducatif et d'une démographie éducative. Et sur des compétences ici assez simples, voilà, littératie, c'est-à-dire les compétences qui sont liées à l'écrit de manière générale. Et là, on le voit tout en haut pour l'ensemble des adultes, sur la numératie aussi, pardon, pour les jeunes, les jeunes actifs, les seniors, les plus diplômés, les moins diplômés. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que les résultats français, qui sont donc les points reliés par la ligne bleue foncée, sont systématiquement moins bons, inférieurs à ceux qu'on trouve pour non seulement la moyenne des pays appartenant à l'OCDE et évidemment encore plus éloigné de à chaque fois le pays le plus performant dans chaque dimension. Et donc évidemment mes intervenants qui me succéderont, qui sont beaucoup plus économistes que moi, expliqueront davantage le rôle des compétences dans l'économie. Mais en tout cas, ce qu'on voit là aujourd'hui, c'est ce retard, ce déficit dans des compétences fondamentales des adultes actifs de la France par rapport à des pays avec lesquels elle est économiquement en concurrence. Ce qu'on voit aussi, et ça c'est un autre travail de France Stratégie qui a produit sur la base de différents documents ce tableau-là. Là, on voit chaque point est un pays. Chaque point est un pays. La France est à peu près dans la colonne, si vous prenez l'axe du bas, l'axe des abscisses, la France est à peu près sur la colonne 10, disons. Vous voyez le nombre moyen d'années d'études dans la population et le budget, les financements de l'éducation pardon, pas du tout le financement de l'éducation, excusez-moi. Le PIB par habitant, c'est le matin. Et le PIB par habitant. On voit une corrélation assez forte, ce qui, sans désigner de causalité, ça ne veut pas dire que si vous avez des études plus longues, votre PIB sera plus important, ni uniquement que si votre PIB est plus important, vos études sont plus longues, mais on voit une assez forte corrélation des deux données dont on peut tirer une espèce de leçon générale si on regarde les deux premiers graphiques, celui que j'ai présenté jusqu'à présent, juste avant, et celui-ci, qui consiste à dire que si nous voulons être concurrentiel dans la mondialisation, si nous voulons garder notre niveau de production et si nous voulons garder notre niveau de vie, notre niveau de revenus et notre niveau de protection sociale, alors l'effort dans la quantité et sans doute dans la qualité d'éducation et de formation est primordial. Et cet effort, il faut savoir, cet effort en l'occurrence financier, parce que là on ne rentre pas encore dans les détails du contenu de la politique éducative. Cet effort financier, il faut non seulement le faire, mais il faut le répartir. Et c'est là que le diagnostic sur la France est le plus connu. Nous avons ici, c'était dans un travail qu'on avait fait pour France Stratégie l'année dernière, comparé non pas seulement les niveaux de dépenses de la France par rapport à la moyenne de l'OCDE, parce qu'on peut considérer que nous sommes la France, et que la comparaison à la moyenne n'est pas forcément la comparaison la plus satisfaisante. Nous avons décidé de nous comparer aux pays qui atteignent mieux que nous les objectifs que nous donnons de manière habituelle en matière d'éducation. Ces objectifs, quels sont-ils? C'est le niveau moyen global des élèves, tel qu'il est en particulier évalué dans PISA, l'étude de l'OCDE qui correspond à peu près à la fin de la scolarité obligatoire, à l'âge de 15 ans, et qui réussissent le mieux dans la réduction de l'impact de l'origine sociale sur les résultats scolaires, puisque la France a des résultats intermédiaires
quant au niveau moyen est franchement décevant au niveau de la capacité à lutter contre l'impact de l'origine sociale des élèves sur leurs résultats scolaires. Et donc on a isolé 11 pays, je les lis rapidement, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Finlande, Allemagne, Irlande, Japon, Pays-Bas et Suisse, qui non seulement ont un niveau moyen des élèves de 15 ans supérieur au nôtre, mais en plus réduisent mieux que nous l'impact de l'origine sociale. Ce qui veut dire qu'on n'a pas à arbitrer entre un système qui serait plus performant pour une partie des élèves et plus inégalitaire. Ce sont des pays qui montrent qu'on... Et ce qu'on voit, c'est que ils dépensent un peu plus que nous au niveau global, mais surtout beaucoup plus que nous au niveau du primaire, de l'enseignement primaire. On voit, ils dépensent 13% de plus que la moyenne de l'OCDE sur le primaire, quand nous dépensons 15% de moins. C'est vrai aussi du collège, donc c'est pas l'ensemble de l'enseignement secondaire en France qui dépense davantage, c'est le cas du lycée en particulier. Et donc c'est sur cette base-là qu'on invitait, quand on essayait de définir les priorités éducatives pour la décennie qui venait, à accentuer ce qui est une priorité des pouvoirs publics depuis quelques années, mais à accentuer la priorité au primaire, notamment en matière d'efforts en termes de taille de classe, en termes de taux d'encadrement. Et très récemment, je terminerai là-dessus parce que mon temps est déjà en partie écoulé. Qu'est-ce que ça veut dire investir moins aujourd'hui que d'autres pays dans l'enseignement primaire? Ça veut dire, entre autres, se retrouver avec un taux d'encadrement, c'est-à-dire un nombre d'élèves par enseignant, entre autres, dans les classes maternelles, qui est sensiblement moins bon, moins fort que dans un grand nombre de pays de l'OCDE et de l'Union européenne. Et c'est ce qui nous a fait inviter dans une note récente à expérimenter des taux d'encadrement renforcés en école maternelle pour que justement ces compétences de littératie, de numératie qu'on a évoquées comme étant pour l'instant insuffisantes chez les adultes soient durablement améliorées. Voilà, je termine pour la curiosité de chacun, évoquer les différentes publications des dernières années de France Stratégie sur l'éducation, si ça vous intéresse, avant de rendre la parole. Très bien. Écoutez, merci pour ce premier panorama. Je retiens quand même le graphique de l'investissement dans l'éducation et du PIB. Je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que l'investissement dans l'éducation, c'est certainement le plus profitable. Maintenant, effectivement, comment on l'investit, sur quel segment plutôt que tel autre, c'est un vrai sujet. Et peut-être que Éric Charbonnier, grand spécialiste des comparaisons internationales, puisqu'il est responsable de PISA pour la France, va mettre, là nous avons parlé de la maternelle, donc du début, lui, en termes d'enseignement supérieur, comment on se situe effectivement? Est-ce qu'on investit assez? Est-ce qu'on investit trop? Voilà, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Oui, c'est vrai que dans un monde mondialisé, déjà la première question, c'est de visualiser le monde et les changements qui s'opèrent depuis des décennies. Depuis les 2-3 dernières décennies, on voit un ensemble de changements qui prennent une ampleur et une vitesse de plus en plus préoccupantes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on imagine les jeunes qui sont dans cette salle et qui seront les citoyens de demain, ils vont devoir trouver des solutions aux défis économiques, sociaux et culturels que notre génération n'a pas encore résolu. Et même pour certains certains de ces défis, je crois qu'elle a même pas pris conscience de ces enjeux. La mondialisation, numérisation, les changements climatiques, les changements démographiques, le vieillissement de la population, les migrations des pays pauvres vers les pays industrialisés. Voilà, on va vivre de plus en plus dans un monde où on ne maîtrise pas forcément tous ces enjeux-là. Et c'est pour ça qu'il faut équiper les jeunes avec des connaissances et des compétences qui vont les aider à faire face à ce qui les attend demain. Un exemple des changements rapides, et finalement les systèmes d'éducation ne réagissent pas forcément suffisamment rapidement à ces changements, tellement ça va vite. Si on reprend notre étude PISA et les tendances en sciences, on a comparé les données de 2006 aux données de 2015 qui sont sorties, et en sciences, il y a eu des évolutions énormes entre 2006 et 2015. Les smartphones n'existaient pas, on parlait pas de voitures électriques, la biotechnologie, l'intelligence artificielle, c'était des choses qui n'étaient pas forcément discutées il y a une dizaine d'années. Et ce qu'on voit quand on regarde la performance obtenue par les jeunes, c'est qu'il y a une forme de diminution, c'est-à-dire qu'aujourd'hui,
les performances des jeunes en sciences mesurées dans PISA, où les tests sont adaptés au domaine réel de la vie, ont baissé depuis 10 ans. Ça veut dire que nos programmes éducatifs n'arrivent pas à évoluer aussi vite que les sciences et que les changements dans certains domaines. L'enseignement supérieur est fondamental dans cette course effrénée. L'éducation va avoir un rôle fondamental et on voit qu'aujourd'hui, ce sont les jeunes sans qualification qui sont le plus en situation de précarité sur le marché du travail. Un jeune sur 4 sans qualification est au chômage en France. Quand on a un diplôme de l'enseignement supérieur, le taux descend à moins de 10%. Donc le diplôme est vraiment la meilleure protection dans ce monde changeant et mondialisé. On peut dire aussi qu'il va falloir avoir une réflexion sur les emplois, équiper les jeunes avec des compétences qui vont leur permettre d'être flexibles sur le marché du travail. Aujourd'hui, vous avez encore 18% des jeunes en France qui travaillent dans des emplois routiniers et qui sont exposés au risque de robotisation. Ça veut dire qu'il va falloir continuer d'équiper les jeunes une fois en exercice pour leur permettre d'avoir des compétences suffisantes pour pouvoir évoluer tout au long de leur carrière. On ne pourra plus dans le monde de demain avoir un seul métier. La flexibilité sera une compétence très importante. Dans ce monde mondialisé, on peut dire que la France a réussi sur le côté quantitatif. On dit souvent que la France a rattrapé sa retard en matière d'éducation de sa population et aujourd'hui, vous avez 45% des 25-34 ans qui ont un diplôme de l'enseignement supérieur en France. C'est au-dessus de la moyenne des pays de l'OCDE et c'est surtout bien mieux qu'il y a une trentaine d'années où vous aviez à peu près 20-25% de la population qui avait un diplôme de l'enseignement supérieur. Donc c'est à mettre au crédit de la France. Il y a eu une véritable progression du niveau d'éducation, mais c'est intéressant dans un monde mondialisé de retranscrire la proportion en nombre. En Chine, vous avez simplement 20% des jeunes qui ont un diplôme de l'enseignement supérieur et pourtant en nombre, ça représente plus de 35 millions de jeunes de 25 à 34 ans contre 3,5 millions en France. Donc on voit bien que en Chine, 1% de plus de diplômés de l'enseignement supérieur, ça fait beaucoup de jeunes avec des compétences supérieures pour entrer sur le marché du travail. Autre tendance, l'internationalisation. Aujourd'hui, aller dans un pays pour étudier, c'est aussi une grande tendance internationale. On est passé d'1 million d'étudiants en mobilité internationale à quasi 5 millions aujourd'hui. La France reste un pays attractif sur l'internationalisation et c'est un point positif. Sur l'ensemble des élèves scolarisés dans l'enseignement supérieur, vous en avez 10% qui viennent d'autres pays. Donc ça montre que dans ce contexte international, notre pays demeure attractif. Autre grande tendance, et finalement, on arrive maintenant au défi. La France a réussi l'objectif quantitatif, mais malgré tout, il y a tout un ensemble de défis sur l'enseignement supérieur. L'objectif du financement, quand on regarde le financement public, la France fait partie des pays qui investit le plus dans l'enseignement supérieur. Mais quand on ajoute les dépenses privées, la barre rouge, on voit qu'un grand nombre de pays ont décidé d'augmenter le financement de l'enseignement supérieur en demandant des frais d'inscription supérieurs, en ayant une participation des entreprises accrue, alors qu'en France, on reste un pays avec des frais d'inscription modérés. Donc je crois que là encore, quand on dit qu'il y a une massification de plus en plus forte vers l'enseignement supérieur, le financement sera un défi aujourd'hui. Il faudrait peut-être se pencher sur des frais d'inscription différenciés en fonction des débouchés sur le marché du travail. Il y a d'autres enjeux, l'enjeu de l'équité. En France, on a beaucoup d'inégalités sociales qui commencent de l'école maternelle et qui se prolongent jusqu'à l'entrée dans l'enseignement supérieur. C'est-à-dire que quand on vient d'un milieu défavorisé, on a moins de chances de rentrer dans l'enseignement supérieur en France que dans la plupart des autres pays. Il y a le défi de l'efficience. Il y a beaucoup d'échecs dans les premières années universitaires. Quand on est diplômé d'un bac professionnel et qu'on veut rentrer à l'université, on est en échec pour 3 étudiants sur 4 dès les premières années universitaires. Donc il y a tout un ensemble d'enjeux aujourd'hui qu'il faut vraiment s'attacher à résoudre. Et puis la véritable question, c'est la question de la qualité.
Aujourd'hui, on parle toujours de massification, d'avoir plus de diplômés, mais ce qui compte, c'est d'équiper les jeunes avec les diplômes qui vont leur permettre d'être opérationnels sur le marché du travail et de se poser la question quelles sont les connaissances, compétences, valeurs et attitudes dont on aura besoin dans le monde de demain. Et sur cet aspect, le système français est très académique et il conviendrait d'attacher plus d'importance à certaines connaissances, compétences comme l'autonomie, la créativité, des compétences socio-émotionnelles, le travail en équipe, l'empathie, la responsabilité, et puis aussi des valeurs, la valeur d'intégrité, d'honnêteté, parce que ce sont toutes ces connaissances, compétences et valeurs qui vont permettre d'équiper tous les jeunes de demain avec vraiment les outils suffisants pour s'insérer efficacement dans le monde de demain qui sera, comme j'ai pu vous le dire, très changeant et très inquiétant sur certains aspects, mais qui ouvrira aussi beaucoup d'autres opportunités sur d'autres paramètres. Merci. Voilà, un panorama extrêmement large qui donne un peu le tournis, mais si je retiens l'idée principale, c'est quantité, qualité, et cette théorie du capital humain qui en économie, qui veut dire que plus on dépense et plus on accroît le capital humain, et mieux c'est, qui mériterait d'être questionné. Et donc je vais passer la parole à Monsieur Oudebine, qui a peut-être, en tant qu'économiste éminent, une idée sur cette théorie du capital humain, et puis peut-être sur les choix des étudiants. Je crois que vous avez des choses intéressantes à dire sur le rendement attendu financier des diplômes. Oui, merci. Quelques points aussi, mais qui en complément peut-être de ce qui a déjà été dit, parce qu'on a déjà dit beaucoup de choses. Oui. Comme mon voisin de gauche a dit, je crois que c'est important de se dire que l'éducation, on en a besoin même si on n'est pas en économie ouverte. C'est-à-dire même si on n'est pas en concurrence avec les autres, l'éducation, c'est du bonheur économique, mais sans doute pas que. Moi, je vois le point de vue plutôt d'économiste, notamment au travers on l'a évoqué, la sécurité sur le marché du travail, mais ça passe aussi par des rémunérations plus élevées, des éléments de ce type-là. Et donc, pour donner des ordres de grandeur, on a évoqué le chômage tout à l'heure, mais sur le salaire, par exemple, si on compare une personne qui sort du système éducatif non diplômée 3 ans après sa sortie du système, il a une rémunération de 20% inférieure à quelqu'un qui a un bac plus 2 et qui serait à peu près de la moitié de quelqu'un qui sort d'une grande école. Donc on a une des vraies différences au niveau individuel. C'est aussi important au niveau de l'ensemble de l'économie. Là aussi, vous avez monté un joli graphique qui montrait le produit intérieur brut par habitant. Et ceci passe notamment par la dynamique de la productivité. Alors les mécanismes qui sont sous-jacents, c'est au moins deux types de mécanismes. Le premier, c'est la recherche de l'efficacité au sens de nouvelles activités. Donc ça passe par la recherche et développement, par l'innovation, mais aussi par la diffusion des nouvelles technologies dans l'ensemble des entreprises. Et on sait que, par exemple, sur le numérique, la France a du retard sur ce point, et le sentiment des économistes, c'est qu'une partie de ce retard est liée au fait que le capital humain en France, sur ces questions-là, est pas encore tout à fait assez développé. Mais le principal moteur de la croissance est la productivité, et on n'a peut-être pas de causalité complètement démontrée, mais enfin, on a quand même une très 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 forte présomption que ça va bien de accumulation du capital humain vers la productivité. On l'a évoqué aussi un peu, mais je trouve c'est utile d'avoir un chiffre en tête. C'est un bon investissement aussi pour les finances publiques d'investir dans l'éducation, du fait que les personnes sont plus productives, l'économie est plus grande, et donc elle est taxée un peu par les administrations publiques, comme vous le savez, notamment en France. Et de l'autre côté, on a la dépense d'éducation, et quand on fait la comparaison entre ces deux facteurs, je dirais le rendement entre guillemets de l'investissement pour les administrations publiques au sens large est relativement élevé. Et donc là, j'ai l'exemple que j'avais retrouvé, c'est un diplôme du supérieur par rapport à un diplôme du secondaire
enfin du fin du secondaire, c'est de l'ordre de 8%. Donc un rendement très nettement au-delà de ce que l'on peut trouver en règle générale, enfin un rendement relativement élevé. Je passe sur d'autres éléments qui sont importants, les effets sur la santé, les effets sur le sismisme, la crédibilité, qui sont pas à proprement parler valorisés dans l'activité, mais dont on retrouve des externalités dans l'activité. Alors ça, c'est des éléments qui fait que de toute façon, en économie fermée, on a besoin d'investir dans l'éducation. Qu'est-ce que rajoute la mondialisation à ces questions-là? Là aussi, ça a été un peu évoqué. Mais j'y reviens peut-être un peu plus en détail. Il y a deux mécanismes principaux qui me semblent importants à avoir en tête. Le premier, c'est que la mondialisation, elle conduit à deux choses principalement. Une première chose qui est une spécialisation des économies sur ce qu'ils savent faire le mieux. Et pour la France, c'est des activités qui sont plutôt des activités très intensives en main-d'œuvre relativement qualifiée. Et donc mécaniquement, quand on s'ouvre aux autres, les entreprises vont demander plus de main-d'œuvre qualifiée que si on s'était pas ouvert. Ça, c'est le premier mécanisme de la mondialisation. Le deuxième mécanisme, ça a été aussi évoqué par la personne de l'OCDE, c'est que on est en concurrence avec d'autres, et quand les autres essayent de monter en gamme, nous aussi, si on veut garder notre place dans la mondialisation, il faut essayer de monter en gamme. Et ces deux mécanismes vont dans le même sens. Ces deux mécanismes poussent à avoir plus de qualifications, plus de demandes de qualification de la part des entreprises, et donc le rôle de la puissance publique et enfin de l'ensemble de chacun d'entre nous, c'est de renforcer ces qualifications. Le deuxième facteur qu'apporte la mondialisation dans ce contexte-là, c'est ça aussi ça a été évoqué, mais j'y reviens parce que je crois que c'est important. C'est que c'est un facteur de réallocation de la main-d'œuvre. Alors, indépendamment du fait des secteurs dans lesquels les gens travaillent, en apportant une pression concurrentielle sur les entreprises dans un secteur ou un autre, ce qu'on observe, c'est que les entreprises parfois meurent, d'autres se créent, et il faut que les personnes soient en mesure de passer d'une entreprise dans une autre. Quelquefois, il faut changer de secteur, quelquefois, il faut changer de localisation, quelquefois, il faut changer simplement de tâche au sein d'un secteur d'activité. Alors, je ne reviens pas sur les questions de quantification liées à la mondialisation, mais les chiffres que l'on peut avoir peuvent être quand même très importants. On le voit aussi à la lecture de la presse. Ensuite, quelles compétences il faut avoir pour répondre à ces deux impératifs, à la fois plus de qualifications et s'équiper pour être capable de changer tout au cours de sa carrière professionnelle d'activité. Je crois que ça a été évoqué un peu là aussi par le représentant de la CDE. Il me semble qu'il y a deux points très importants. Le premier, c'est tout ce qu'on peut qualifier, alors à l'anglo-saxonne, de soft skills. Et donc là-dedans, on a les questions, l'esprit d'initiative, l'adaptabilité, les questions d'intelligence sociale aussi, de travail collectif. Et puis, il me semble que dans la mesure où le progrès technique prend sa source beaucoup du côté des activités à consonance plutôt scientifique, tout ce qui tourne autour des compétences permettant d'accéder à des emplois de ce type, alors là aussi en anglais, les STEM jobs, donc c'est très la science, les technologies, la science de l'ingénieur, les mathématiques. Là aussi, sont des qualifications qui sont très utiles à renforcer pour répondre aux exigences liées à la mondialisation. Et je terminerai par le graphique qui vous est présenté depuis quelques minutes. Pour illustrer un peu des difficultés que la France peut avoir. Alors là, ici, c'est l'enseignement supérieur. Les barres bleues vous disent un peu quelle est la surrémunération qu'on peut avoir quand on a un diplôme de l'enseignement supérieur par rapport à un niveau bac. Donc quand on est à droite, là, on a, suivant la qualification qu'on a obtenue à l'université, on a une surrémunération plus importante. Je vais pas regarder l'échelle, mais c'est très significatif, puisque quand on est tout à droite, on a 16% de rémunération, tout à gauche, quasiment pas. Tout à droite, on a des qualifications du genre, c'est trop petit pour moi, mais je dois l'avoir ici, ça doit être trop petit pour vous. Aussi, tout à droite, vous avez
sciences fondamentales et applications, sciences économiques et gestion, puis sciences de la vie, de la santé et de la terre. Tout à gauche, vous avez les lettres, les langues et les STAPS. Alors, aucun jugement de valeur là-dedans. Ce que simplement je voulais montrer, c'était ensuite comment les étudiants s'orientent vers les différentes filières. C'est les points rouges. On se serait attendu, en tout cas moi, l'économiste, je me serais attendu à ce qu'il y ait une certaine forme de corrélation, que les gens se dirigent préférentiellement vers les endroits où leur rémunération sera plus élevée de leur investissement dans l'enseignement supérieur. Et c'est pas du tout ce que l'on voit. Donc il y a un sujet de quantité, c'est ce qui a été évoqué tout à l'heure, mais il y a aussi un sujet de qualité, me semble-t-il. Et voilà, je conclurai là-dessus. Très bien, donc on a parlé de beaucoup de compétences, vous insistez sur les compétences scientifiques et sur ce concept de rendement financier du diplôme qui est très intéressant. Maintenant, on peut se demander, mais peut-être qu'il y aura des réactions dans la salle, est-ce que tous les jeunes cherchent une rémunération très élevée? Vous savez qu'il y a eu ce livre sur la revanche des premiers de la classe, on en parlera peut-être. Est-ce qu'il faut obligatoirement viser ou est-ce qu'on a obligatoirement envie de viser ce type de diplôme ou peut-être autre chose? Enfin, ça pose effectivement le problème des compétences. Est-ce qu'il faut mettre l'accès forcément sur les compétences scientifiques, sur les compétences un peu classiques, ou, comme va nous le dire Madame Hilary, qui est donc professeure à Dauphine, sur des compétences plutôt socio-comportementales qui sont aussi importantes pour réussir, apprendre à travailler ensemble, avoir de l'initiative, être autonome, être indépendant? Je pense que vous avez des choses intéressantes à nous dire là-dessus. Merci beaucoup. Alors, en fait, mes prédécesseurs ont déjà introduit le sujet sur les bonnes compétences, ou en tout cas les compétences qui vont être de plus en plus importantes dans une économie mondialisée. Et il se trouve que ce que je vais vous présenter, c'est un travail en fait qui est en cours, qui s'insère dans le travail du Conseil d'analyse économique. Je le mène avec Yann Algan et Corinne Pro, donc c'est important de les associer à ma présentation ici, où en fait on essaye de faire un état des lieux. Alors c'est assez facile parce que l'OCDE, grâce à PISA justement, nous procure énormément de données de très bonne qualité pour faire ce constat. On a fait un constat, on a essayé de faire le constat de quelles étaient les compétences sociales et comportementales des élèves français par rapport aux élèves des autres pays, donc à l'âge de 15 ans, basé sur PISA, mais aussi des adultes, quelles étaient les compétences sociales et comportementales des adultes. Et notre message principal, c'est que les compétences sociales et comportementales des élèves français semblent très mal adaptées à une économie mondialisée à cause d'un déficit très marqué en termes de compétences sociales et comportementales, dont je vais vous expliquer évidemment de quoi il en retourne dans le slide suivant. Et de manière importante, parce que peut-être que finalement, peu importe les compétences sociales et comportementales, et en fait non, peu importe pas. Il y a des travaux récents en économie qui montrent l'impact causal de ces compétences sociales et comportementales à deux niveaux. Le premier niveau, c'est la réussite scolaire. Donc ces compétences, outre les compétences cognitives, l'intelligence, la mémoire, les compétences sociales et comportementales sont des facteurs importants de la réussite scolaire. La persévérance, la confiance en soi, la motivation sont des facteurs importants de la réussite scolaire et notamment des facteurs de prévention du décrochage scolaire. Et puis le deuxième impact, le deuxième dividende de ces compétences, c'est outre le diplôme obtenu, l'impact causal de ces compétences dans le milieu professionnel, l'insertion professionnelle, les salaires. Les entreprises valorisent ces compétences au-delà du diplôme obtenu par ces élèves parce que ces compétences permettent d'avoir des travailleurs qui soient plus adaptables, plus flexibles, plus coopératifs, plus productifs. Donc le lien avec la mondialisation, il est encore à démontrer d'un point de vue statistique, mais il semble relativement intuitif et il va falloir le démontrer que ces capacités, ce déficit de capacité sociale et comportementale rend les élèves français mal adaptés à une économie mondialisée. Et donc, même si c'est intuitif, effectivement, comme je dis, c'est pas encore un état de démonstration. Alors, sur ce graphique, on a résumé, grâce aux enquêtes PISA,
On a résumé la situation des élèves français à 15 ans sur quelques compétences qui nous paraissent clés, compétences donc comportementales pour ce graphique, donc par rapport à la moyenne de l'OCDE, qui est en fait la ligne 0, donc la ligne 0 correspond à la moyenne de l'OCDE, et à quelques pays qu'on représente également, l'Allemagne, les États-Unis et les pays du Nord. Donc on a choisi, un peu comme l'a fait mon prédécesseur, on a choisi des pays auxquels on aime se comparer, pas des pays, pas forcément la moyenne uniquement de l'OCDE. Alors la première compétence, ou en tout cas la première état que l'on vous montre, c'est le niveau d'anxiété qui est donc plus fort en France, comme vous voyez la barre au-dessus, la 0,28. Donc c'est un indice normalisé, il est beaucoup plus fort en France que par rapport à la moyenne de l'OCDE. Et inversement, aux États-Unis, en Allemagne et dans les pays du Nord, il est inférieur à la moyenne des pays de l'OCDE. Donc les élèves français sont nettement plus anxieux que les autres élèves. La deuxième compétence dont on parle, c'est la perception de soi, relativement à ces compétences. Donc on pourrait dire plus simplement l'estime de soi ou la confiance en soi, qui est inversement inférieure en France par rapport à la moyenne des pays de l'OCDE, alors qu'en Allemagne, en France et aux États-Unis, aux États-Unis et dans les pays du Nord, c'est au-dessus de la moyenne. Donc les élèves sont aussi moins confiants dans leurs capacités. L'indice de persévérance est très nettement inférieur à la moyenne de l'OCDE. Donc les élèves français sont très nettement moins persévérants. Donc une fois qu'ils échouent, ils ont du mal à recommencer, à réessayer. Ils abandonnent finalement la tâche. Ils sont moins ouverts à la résolution de problèmes, donc c'est un indice qui est un peu lié à la persévérance, mais un peu différent, c'est-à-dire cet indice mesure la capacité d'un élève à faire face à une tâche inconnue et à s'y atteler, alors même qu'il a pas, il a pas d'entraînement spécifique par rapport à cette tâche. Et là encore, les élèves français sont en dessous de la moyenne et en dessous des pays auxquels on aime se comparer. Et la dernière statistique, alors la différence est plus faible, c'est la vision qu'ont les élèves par rapport au fait que leur capacité à réussir ou l'échec est due à eux-mêmes par rapport à l'environnement extérieur. Donc c'est ce qu'on appelle en psychologie le locus de contrôle, cette idée que ce qui m'arrive dépend de moi, par rapport à l'idée inverse que ce qui arrive dépend de l'environnement, des contraintes, des facteurs externes. Et alors les différences sont beaucoup plus ténues par rapport à cet indice, mais ces différences sont significatives. On voit que les élèves français attribuent moins à eux-mêmes ce qui leur arrive, et donc plus à l'extérieur. C'est vrai aussi, enfin il y a un autre tableau qu'on voulait, dont on rend compte dans cette note du Conseil d'analyse économique qui fait référence aux compétences sociales et relationnelles et non plus comportementales. Donc avec d'abord le sentiment d'appartenance, est-ce que l'élève se sent appartenir au collectif de l'école, et on est en dessous des autres pays. Et puis la résolution collaborative de problèmes, donc la capacité à résoudre des problèmes ensemble entre élèves, où la France est en dessous des autres pays. Et alors ça, c'est vraiment le graphique qu'il faut pas faire pour tous les étudiants dans la salle. C'est un très très mauvais graphique, il est très très moche. Il faut que je le modifie pour qu'on voit beaucoup mieux les écarts, parce que effectivement là on voit rien du tout. Mais ce qui est intéressant et ce qu'on veut montrer là, c'est que ces disparités qui existent chez les adolescents de 15 ans se retrouvent chez les adultes avec ces mêmes déficits au niveau alors je vois rien du tout justement, donc au niveau du lieu de maîtrise. Donc c'est ce locus de contrôle, cette idée que les choses dépendent de moi, de ce qui m'arrive dépend de moi et pas des autres, où les Français attribuent plus d'importance aux facteurs externes qu'aux facteurs internes, moins de confiance, moins d'optimisme, moins de valeur attribuée à l'innovation et plus à la sécurité. Donc on voit que les Français vont moins à l'aventure, quoi. Ils sont davantage inquiets et ont besoin de sécurité plus que l'esprit d'aventure. Et puis ils sont plus attachés à avoir un comportement convenable,
que les autres. Alors c'est évidemment positif également dans une entreprise, il faut le dire, mais dans une économie mondialisée, on se demande si c'est cet esprit de discipline qui compte plus ou un esprit plus aventurier. La propension à l'innovation est plus faible. Voilà. Donc c'est pas uniquement dans le milieu scolaire que ces disparités sont importantes, mais également dans le monde du travail chez les adultes. Alors je vais passer ce graphique parce que je pense que je vais pas trop avoir le temps d'en parler. Ce qu'on voulait mettre en évidence, c'est le lien qu'il y a entre les adultes et les enfants, mais ça je l'ai déjà dit, et surtout le lien qu'il y a entre les compétences comportementales et les modes de management au niveau de l'entreprise, notamment un mode de management qui soit bienveillant, où on donne, on transmet, et ça vaut pour le système scolaire, ça fait un peu le lien avec ce qui ne va pas dans notre système scolaire. Pourquoi est-ce que les élèves français manquent de confiance en eux, sont plus inquiets, et pourquoi le lien, c'est avec la façon dont on fait un retour à l'employé ou à l'élève sur ses capacités, la façon dont on l'encourage, dont on le valorise, dont on le félicite. On voit sur ce graphique qu'il y a une corrélation positive entre un mode de management qui soit un mode de management bienveillant, positif, et le locus de contrôle chez les adultes. Et on aimerait bien pouvoir établir cette même corrélation entre la façon dont les professeurs évaluent les élèves et le sentiment de confiance en soi, l'optimisme des élèves, le locus de contrôle. Voilà, je vais m'arrêter là. Désolée. Bah écoutez, on a beau être le jour du printemps, tout ça est très intéressant, mais c'est un tableau bien triste quand même de notre situation. Et donc, Monsieur Huard, ce sont sur vos épaules que reposent les capacités d'espoir et d'espérance. Qu'est-ce que le ministère de l'Éducation peut faire pour apporter éventuellement des solutions? Enfin, l'éducation, c'est toujours du temps long. Au moins lancer, est-ce que vous nous expliquez, est-ce que vous partagez ce diagnostic et la politique de Jean-Michel Blanquer, voilà, est-ce que ça peut permettre de commencer à changer les choses? Merci beaucoup de votre invitation. Pardon de mon arrivée un petit peu tardive, liée, bien que nous soyons le printemps, à des conditions climatiques. Non, il y avait des embouteillages en fait. Vous pouvez dire comme Oscar Wilde, je suis en retard, mais je ne suis pas le dernier venu, le premier venu. Tout à fait. Alors, votre question tombe bien parce que je voulais déjà m'arrêter sur ce qui fonctionne bien. Voilà, ça nous fera du bien. Voilà. Et après, je nuancerai un petit peu, et puis j'essaierai peut-être de vous dire, mais peut-être dans un deuxième temps. Enfin, vous me direz si on a un deuxième round, je dirais, oui, d'intervention, un petit peu ce que nous souhaitons faire. Alors, peut-être insister sur des choses qui vont bien. J'étais il y a une quinzaine de jours dans un forum à l'UNESCO où on parlait de l'école maternelle. En fait, on parlait de l'accueil des enfants de la petite enfance. Et on a effectivement une situation en France où nous avons une scolarisation préscolaire importante. Vous en parliez, il y a eu le rapport de France Stratégie récent, et nous avons une situation où, à partir de l'âge de 3 ans, une très très grande majorité d'élèves sont scolarisés. Ça a une importance considérable parce que c'est un moyen aussi de lutter contre les inégalités, notamment par rapport aux inégalités de langage. Alors, deuxième élément, nous avons un taux d'accès au baccalauréat qui a augmenté considérablement. Au milieu des années 80, quand j'ai passé moi-même le baccalauréat, nous étions à 32-35% de taux d'accès au baccalauréat. Les lois d'orientation successives, la loi Jospin de 89, la loi Fillon de 2004 et la loi Payon de 2013, ont toutes fixé le même objectif, qui est 80% d'une classe d'âge au niveau du baccalauréat. Ben, on y est quasiment. On est à 78% à la dernière session, la session 2007. Éric Charbonnier le disait, le taux d'accès à l'enseignement supérieur, même s'il reste encore en deçà d'objectifs qui ont pu être fixés, notamment dans les 2 dernières lois d'orientation, de 50% d'une classe d'âge diplômée de l'enseignement supérieur, ce taux d'accès à l'enseignement supérieur augmente, il est aujourd'hui de 44%, voilà, et il est effectivement en croissance. Et puis,
Dernier point, vous disiez, monsieur, en introduction, que je m'étais occupé de la question du décrochage scolaire, et on a effectivement depuis plusieurs années une diminution constante du décrochage scolaire. On est aujourd'hui en dessous de la barre des 100 000 jeunes décrocheurs par an. On a toujours, vous savez, dans les discours un petit peu ce chiffre de 150 000. En fait, on l'a quitté ce chiffre depuis de nombreuses années maintenant, et le chiffre décline fortement. Et je crois que c'est grâce à 90 000, aussi, je crois, aujourd'hui. Hein. Oui, à peu près. Ouais. Et c'est grâce aussi à la nécessité et à la prise de conscience d'une prise en charge, je dirais, interministérielle, interinstitutionnelle aussi de ces jeunes, que l'on arrive à lutter en amont grâce à la prévention sur le fait qu'il y ait moins de sorties, et puis aussi à ramener aussi des jeunes vers la formation et vers l'emploi. Alors on est en dessous on a donné beaucoup de statistiques pour expliquer tout ce sur quoi nous sommes contre-performants. En matière et au niveau européen, en matière de lutte contre le décrochage scolaire, nous sommes très performants parce que nous sommes en deçà de la moyenne européenne, nous sommes en deçà des objectifs que les pays européens se sont fixés, et le chiffre diminue annuellement. Alors malgré tout ce qui va bien, et encore une fois, on a un système éducatif avec 14 millions d'élèves, 800 000 enseignants, un nombre de chefs d'établissement et de directeurs d'école qui sont tous mobilisés pour la réussite des jeunes. On constate néanmoins, et je vais un petit peu nuancer ce tableau positif, des axes de progrès importants. Petit 1, l'insuffisance de maîtrise des savoirs fondamentaux. Nous avons encore 20% de jeunes qui sortent de l'école primaire sans maîtriser les savoirs fondamentaux, lire, écrire, compter. Et puis j'aurai l'occasion d'y revenir. Le ministre Jean-Michel Blanquer ajoute à ces 3 savoirs fondamentaux plus académiques, on va dire, un dernier savoir fondamental qui a trait justement aux compétences sociales et comportementales, qui est respecter autrui, sur lequel on pourra revenir. Deuxième élément, et ça a été évoqué à plusieurs reprises, nous avons effectivement un retard en termes de moyens sur l'enseignement primaire. Alors l'effort aujourd'hui, il est considérable. Nous avons à la rentrée 2018, nous attendons 33 000 élèves de moins, puisque nous sommes dans une période de natalité basse, qui va se traduire pendant plusieurs années par une diminution du nombre d'élèves dans l'enseignement primaire. Donc on pourrait, si on avait, je suis à Bercy, si on avait un jugement purement comptable, on pourrait dire très bien, on diminue le nombre de professeurs des écoles. Non, on va augmenter à la rentrée 2018 de 3 881, vous voyez, je suis très précis, le nombre de professeurs des écoles, ce qui fait que partout en France, y compris dans les zones rurales, et je sais qu'il y a beaucoup de débats actuellement, y compris dans les zones rurales, le taux d'encadrement de nos jeunes va augmenter à l'école primaire. Troisième élément problématique, l'équité sociale, ça a été évoqué. Nous avons un système, et les études PISA le montrent, où effectivement les jeunes issus de catégories sociales plus modestes sont moins à même, je dirais, d'être dans une dynamique de réussite. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui doit nous faire agir au quotidien. Et je vous citerai un certain nombre d'éléments de politique publique que nous mettons en place. Autre point de vigilance, le taux de réussite dans l'enseignement supérieur. J'ai parlé de très très bons résultats au baccalauréat. Néanmoins, vous avez aujourd'hui 6 étudiants qui rentrent en première année de licence qui ne valident pas en un an leur première année de licence. Donc ça doit nous interroger. Ça doit nous interroger en amont, y compris sur le baccalauréat. Le baccalauréat, aujourd'hui, il y a 90% de réussite. Il y a les taux d'accès que j'évoquais. Il y a 50% de mentions. Il y a un nombre, puisqu'on parle de mondialisation, il y a un nombre de moyennes supérieures à 20 qui atteint plusieurs centaines. Expliquer dans un environnement international on a 300 moyennes au baccalauréat supérieures à 20.
et les élèves, il y a beaucoup de jeunes dans la salle, enfin étudiants et peut-être élèves, c'est extrêmement méritant hein, d'atteindre ces niveaux, mais remettons-le un petit peu, je dirais, dans le sens, objectivons-le. 20 c'est parfait, et on a plusieurs centaines de jeunes qui ont plus que parfait. Et à côté de cela, on a 6 étudiants sur 10 qui ne valident pas leur première année de licence. Vous voyez un petit peu le décalage, et c'est pour ça qu'il faut agir. Et le dernier point, il faut regarder les comparaisons internationales avec beaucoup d'attention, et nous ne sommes pas bons dans les comparaisons internationales. Peirce, sur les compréhensions de lecture en classe de CM1 et la dernière étude internationale dont nous avons eu connaissance, et nous avons une situation avec un autre pays européen, nous sommes 2 pays, qui est dégradé par rapport à l'étude précédente. Donc, voilà, des éléments d'attention, et je vous expliquerai sans doute dans un deuxième temps ce sur quoi nous agissons, justement. Très bien, merci beaucoup pour cette synthèse. C'est peut-être le temps d'un premier débat sur ce diagnostic, cet état des lieux. Nicolas, est-ce que vous avez des premières questions? Oui. Je n'ai pas encore de questions sur Twitter, mais personnellement, j'en aurais une. On a beaucoup parlé du système scolaire supérieur, des inégalités. Et justement, ma question serait, est-ce que le fait qu'on se compare avec l'international, la mondialisation, qu'on soit dans une économie ouverte, est-ce que ça n'aurait pas accentué une espèce de polarisation du système scolaire français entre des écoles privées qui sont très bien insérées à l'international et le système d'université publique? Et d'une certaine façon, comment justement ce système public peut-il perdurer dans le futur? Est-ce qu'on peut continuer à avoir un système qui se veut républicain, où tout le monde y a accès, où on paye très peu de frais de scolarité, quand on fait face à des universités qui ont des financements énormes à l'étranger? Voilà le sujet des frais d'inscription qui revient. Est-ce que quelqu'un veut répondre là-dessus? Peut-être Éric Charbonnier, par rapport à la comparaison internationale. Vous avez insisté au départ sur la place du privé. Est-ce qu'il faut qu'en France, on développe plus le privé, et comment l'enseignement public quand même peut continuer à jouer son rôle, qui est important? C'est intéressant. Déjà, dans l'étude PISA, à l'âge de 15 ans, on compare souvent les établissements publics et privés. Et on voit en effet les établissements privés réussissent mieux. En général, les élèves scolarisés réussissent mieux que dans le public. Mais quand on retire l'effet socio-économique, c'est-à-dire qu'on compare des élèves dont les parents ont des revenus identiques, cet effet diminue. Donc la qualité de l'enseignement n'est pas meilleure dans les établissements privés, mais par contre la scolarisation est très inégalitaire. Donc c'est ça la grande problématique public-privé aujourd'hui. Et sur l'enseignement supérieur, il est évident aussi que le privé se développe parce que parfois le public ne répond pas forcément aux besoins. On a beaucoup parlé des connaissances, des compétences. Aujourd'hui, il y a des besoins d'équiper les jeunes pour être opérationnels sur le marché du travail, et c'est pas juste une augmentation mécanique du nombre de diplômes, c'est une augmentation des compétences qui est très importante. Et je peux vous donner l'exemple de la Corée. En Corée, vous avez 70% de diplômés de l'enseignement supérieur, mais aujourd'hui, un certain nombre d'entre eux ne trouvent pas de travail à la hauteur de leur qualification. Donc on a même des systèmes de bourses qui sont en train de se mettre en place pour que les jeunes arrêtent leurs études après le baccalauréat. Donc on comprend que là on est dans un exemple d'inflation scolaire, un système qui s'est massifié, qui s'est développé de façon très rapide, mais on n'a pas suffisamment pensé aux compétences et aux besoins du marché du travail. Donc je crois que c'est ça aussi l'enjeu, et c'est ça peut-être la raison qui explique que le privé se développe, notamment dans l'enseignement supérieur, c'est parce que peut-être certaines filières universitaires n'ont pas évolué et sont restées trop académiques. Alors on parle beaucoup du prix effectivement et du prix du privé qui est élevé, et est-ce que je m'étonne un peu qu'aucun de vous n'ait parlé des MOOC? Vous savez ce que c'est, Massive Online Open Courses, tout cet enseignement à distance qui a l'avantage d'être gratuit, qui a l'avantage de correspondre, me semble-t-il, à la mondialisation, puisque n'importe qui dans n'importe quel pays avec le problème de la langue peut suivre le MOOC. Ce qui coûte, vous savez, simplement, c'est
la certification, c'est-à-dire est-ce qu'on a un diplôme et est-ce que ça donne un diplôme et combien ça coûte. Donc est-ce que vous pensez quand même, ces MOOC on en a beaucoup parlé, vous savez en 2011 quand Harvard les a lancés, on en parle peut-être un peu moins, mais il me semble que c'est quand même un instrument qui peut être très intéressant pour un enseignement de qualité et gratuit. À la certification près. Qu'est-ce que vous en pensez, puisque vous n'avez pas l'air, je sais pas, ça n'a pas l'air de vous inspirer les MOOC. Qu'est-ce que vous pensez que c'est important ou pas? Non, manifestement. Je veux bien intervenir sur la question de l'enseignement supérieur, juste pour rappeler quelque chose. Alors sur les MOOC, effectivement, les universités les développent de plus en plus, et je pense que c'est effectivement un outil très 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 intéressant pour diminuer les coûts physiques, géographiques et financiers de l'enseignement supérieur et de le rendre accessible à plus de personnes. Cela étant dit, effectivement, c'est peut-être vrai pour une petite partie d'élèves qui sont capables à la fois d'autodiscipline et de pouvoir apprendre avec un support où il n'y a pas d'interaction directe avec un enseignant. Et je pense que ça nécessite des compétences justement très 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 élevées. Donc je pense pas que le MOOC puisse convenir à des étudiants plus moyens, on va dire, qui auraient plus de mal à la fois en termes de suivi et en termes de manque d'interaction, de bénéficier véritablement de la matière. En tout cas, c'est à explorer, peut-être c'est à expérimenter, à évaluer, justement pour vérifier est-ce que ce sont pas déjà les plus dotés qui bénéficient le plus et que ça pourrait encore accroître certaines inégalités. Par rapport aux frais d'inscription à l'université, je rebondis puisque j'ai le micro, il a été démontré, donc effectivement c'est une solution d'introduire des frais d'inscription pour permettre une augmentation des ressources et une augmentation de la qualité de l'enseignement, comme par exemple ça a été fait à Sciences Po il y a maintenant une dizaine d'années. Sciences Po n'avait pas de frais de scolarité auparavant, et ils ont introduit des frais de scolarité qui dépendent des revenus de la famille, donc des parents de l'élève. Ça a permis une augmentation de la qualité, une diminution de la taille des classes, donc un taux d'encadrement plus élevé avec beaucoup plus d'offres de qualité. Cela étant dit, dans des études, que ce soit sur données françaises ou sur données américaines, on observe que même si les élèves défavorisés bénéficient d'une réduction, voire même d'une absence de frais de scolarité, l'idée que l'université est payante décourage la candidature de candidats défavorisés. Donc il ne faut pas sous-estimer l'effet pervers que peut avoir l'introduction de frais de scolarité sur l'autocensure des élèves défavorisés qui vont se sentir, on a entendu des élèves, parce que j'ai étudié le programme d'égalité des chances à Sciences Po qui permet à des élèves ZEP de venir, et ils disent non, c'est pas pour moi parce qu'ils ont dans l'idée que c'est cher. Alors même qu'ils ont des bourses et que c'est gratuit pour eux. Mais il y a un biais psychologique dans le fait d'avoir des universités payantes, donc c'est assez délicat comme question. Luard, qu'est-ce que vous pensez de cette idée qui revient tout le temps d'augmenter les frais d'inscription à l'université pour lui donner des moyens qu'elle se plaint de ne pas avoir? Je crois que la question, il y a un certain nombre de réformes sur l'enseignement supérieur qui viennent d'être prises, où on a réaffirmé l'accès de tous à l'université. Je crois que c'est un principe de notre pays qui est vraiment extrêmement important. Après, la question c'est comment on y va et qu'est-ce qu'on fait pour accompagner les étudiants. Le ministre a lancé, et évidemment en liaison avec la ministre de l'Enseignement supérieur Frédérique Vidal, une réflexion sur le baccalauréat justement. Et au-delà du baccalauréat sur le lycée. Qu'est-ce qui s'est passé l'été dernier? L'été dernier, on s'est retrouvé dans une situation où plusieurs dizaines de milliers de bacheliers n'avaient pas d'affectation dans l'enseignement supérieur. Cette solution, elle n'est pas tolérable, elle est d'autant moins tolérable que elle a amené et elle amenait au travers du fameux maintenant dans cette salle, je pense que beaucoup le connaissaient déjà, système d'information APB, admission post-bac, un système qui était basé pour un certain nombre de formations où il y avait une forte demande par un système de tirage au sort, ce qui est quand même le plus inéquitable qui soit. Donc on a du côté de l'enseignement supérieur essayé de remettre de l'humain dans le processus au travers des attendus
qui sont exprimés par les établissements d'enseignement supérieur et notamment par les universités. Mais en amont, nous devons retravailler sur le baccalauréat et le lycée. Retravailler sur le baccalauréat, c'est, le ministre l'a dit, et conformément au programme du président de la République, c'est remuscler le baccalauréat. Et remuscler le baccalauréat, ça sera en 2021 un baccalauréat dans lequel il y aura 4 épreuves terminales en classe de terminale, l'épreuve de français toujours en amont, une part de contrôle continu destinée à mettre en avant une forme d'assiduité, un travail, je dirais, de fond au sens coureur de fond des élèves, et puis une organisation du lycée qui sera basée sur un approfondissement et des choix progressifs que devront faire les élèves. Une épreuve qui est une épreuve de grand oral, qui permettra de travailler sur du projet avec un travail collectif, et donc les compétences sociales que l'on évoquait précédemment seront inévitablement beaucoup plus prises en compte qu'aujourd'hui jusqu'à la classe de terminale. L'oral également, une compétence qui est peu valorisée dans notre pays et qui permettra d'être travaillée tout au long du lycée. Et puis, pour établir ces choix progressifs, la nécessité d'un travail très fort sur l'orientation des élèves. Et ça, je crois qu'on a laissé au lycée tomber la partie orientation des élèves. Et donc, au travers, je dirais, de cette réforme de l'enseignement supérieur avec l'expression des attendus, puis un accompagnement plus fort des élèves tout au long de la scolarité du lycée, eh bien, je crois qu'on arrivera à avoir un baccalauréat qui permettra véritablement la réussite dans l'enseignement supérieur. Très bien. Alors, on a beaucoup parlé des élèves, de leur comparaison de leur niveau, mais je crois qu'il est grand temps de parler des enseignants, et en particulier de la formation des enseignants, parce que si le monde change, s'il faut donner des nouvelles compétences aux élèves, il faut que les professeurs soient formés. On parle beaucoup, vous savez, de la méthode de Singapour, mais à Singapour, je crois qu'ils ont 100 heures de formation par an. Nous, je crois qu'on est, je ne sais pas à combien on est, mais c'est très peu. Et donc, je ne sais pas s'il y a des enseignants dans la salle qui voudraient réagir, parce que j'imagine que quand on donne des résultats sur l'élève et qu'on est sur les élèves et leur niveau, quand on est enseignant, on doit être un peu, peut-être un peu, enfin, je sais pas, un peu choqué des résultats. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire sur voilà, cette formation, et surtout la formation continue qui est très faible en France par rapport à tous les autres pays, je crois, comparables. Est-ce que quelqu'un veut... Non? Oui. Égalité, enfin une meilleure réussite des élèves, mais justement, est-ce que cette réforme du bac qui instaurerait le contrôle continu, justement, créerait pas encore plus d'écart entre les lycées qui du coup seraient différenciés, qui n'auraient pas le même bac pour tout le monde, et qui permettrait du coup que les élèves soient encore moins motivés, ou enfin voilà, vous avez compris l'idée. Alors je vais vous répondre, même si le sujet, c'est pas le baccalauréat, on pourrait se faire une rencontre de 3 heures autour de cette question. Donc je voudrais pas qu'on change la nature de la table ronde. Je vous réponds non. Enfin, évidemment non. Plusieurs raisons. Déjà, dans l'enseignement supérieur, très largement, enfin je parle sous couvert, sous le contrôle des personnes qui et des universitaires qui sont avec moi, le contrôle continu, enfin l'évaluation en cours de formation est totalement admis, et personne, je dirais, le remet en cause. Deuxième élément, dans les 40% que nous avons prévus sur le contrôle continu, il y a 30%, il y a 10% qui sont sur les bulletins, le travail traditionnel, et puis 30% qui correspondent à des épreuves communes, ce qu'on appellerait à l'université des partiels en fait, des épreuves communes sur un certain nombre de matières, à partir d'une banque de sujets qui est une banque nationale, de manière à réduire considérablement les écarts potentiels qui pourraient intervenir entre les établissements. Et puis on va surveiller tout cela au niveau académique pour s'assurer qu'il n'y a pas un établissement qui, et ça n'arrive jamais sincèrement, qui dévie en quelque sorte de ce qui serait, je dirais, la tendance des notes moyennes. Donc non, il n'y a absolument aucune inquiétude.
inquiétude. Je dirais même qu'il y a une revendication de la part de beaucoup de jeunes depuis très longtemps, que leur travail quotidien au fil du temps, dès la classe de première, puisse être véritablement valorisé dans la prise en compte des résultats du baccalauréat. Bon, je reviens quand même à ma question sur la formation des enseignants. Je peux répondre, si vous voulez, sur la formation des enseignants. On peut faire toutes les réformes qu'on veut si les enseignants ne se les approprient pas. En particulier, en 2015, il y avait eu un début pour introduire les capacités, les compétences dont vous parliez. Et si on forme pas les professeurs, avec toute la bonne volonté qu'ils ont, ça ne pourra pas marcher. Donc, quels efforts sont faits aujourd'hui? Dans toutes les réformes ou dans toutes les réflexions que nous avons, il y a deux sujets qui sont un petit peu les fils directeurs, c'est-à-dire deux sujets un peu récurrents. Le premier, c'est l'orientation. J'en ai parlé. C'est l'orientation en classe de 3, au collège, pour l'orientation vers le lycée, puis c'est au lycée vers l'enseignement supérieur. Donc ça, c'est un premier fil directeur. Le deuxième fil directeur, c'est le travail qui est fait, qui doit être fait sur la formation des enseignants, tant du point de vue de la formation initiale, dans les écoles supérieures du professorat de l'éducation, mais peut-être en amont aussi dans les universités, et également la formation continue. Donc, c'est vraiment un enjeu majeur. Aujourd'hui, hier, j'étais devant les directeurs des écoles supérieures du professorat, et je leur disais, aujourd'hui, j'ai un constat. Le constat, c'est que, d'une part, il y a 30 écoles supérieures du professorat en France, qui correspondent à nos 30 académies. Quand je regarde les 30, et moi je suis employeur, en quelque sorte, des enseignants. Quand je regarde les 30, il y a une extrême diversité de situations. Vous faites pas toute la même chose. Or, nous avons des programmes, nous avons une organisation scolaire en France qui est très centralisée finalement, et qui est la même pour tout le monde. Donc, moi je peux demander, en quelque sorte, en tant qu'employeur, que d'être sûr que le professeur qui est nommé dans qui est formé dans telle ville est formé de la même manière que le professeur qui est formé dans telle autre. Bon. Vous avez vu que j'ai pas cité de ville pour pas créer de polémique inutile. Bon, ça c'est le premier point. Deuxième point, je leur ai dit, on vous demande beaucoup et on vous demande peut-être trop. Vous savez, quand il y a un problème dans le monde, l'école doit le résoudre. Il y a des chiens dangereux qui mordent, et c'est dramatique, des enfants. On nous demande de faire un module chien dangereux à l'école. Vous avez une crise des fruits et légumes à cause de sécheresse ou à cause d'inondations, j'en sais rien. On nous demande de faire un module fruits et légumes, au-delà des aspects santé qui sont nécessaires bien sûr et qui sont importants pour l'aspect éducatif. Et donc on demande à l'école, et donc on demande à la formation initiale des enseignants de traiter peut-être tous les problèmes. Donc je crois qu'il faut les regarder, et il faut sans doute insister, et je pense à l'école primaire, sur l'apprentissage des connaissances fondamentales. Vous parliez des mathématiques, notamment, et ça a été beaucoup évoqué, les sciences. On sait par exemple que nos professeurs des écoles viennent plus d'études littéraires que d'études scientifiques. Or, quand ils abordent une classe du premier degré, ils ont à la fois un programme de français, de maîtrise de la langue française, et c'est important, mais aussi un programme de mathématiques. Et donc il faut mettre peut-être les bouchées doubles sur la formation en mathématiques des enseignants. Ça, c'est la formation initiale. La formation continue, elle est fondamentale aussi. Nous devons... Alors, on a des difficultés très techniques dans le premier degré, parce que les parents d'élèves aiment bien que les professeurs soient devant leurs élèves. Donc dans le premier degré, nous avons considérablement accru ces dernières années, et nous continuons à accroître ce qu'on appelle le vivier de remplaçants pour les professeurs des écoles, ce qui permet que les professeurs des écoles puissent s'absenter et être formés. Donc un effort considérable là-dessus. Dans le second degré, et vous parliez des MOOC, et je vais du coup répondre à votre question sur les MOOC, nous travaillons beaucoup sur des formations à distance. Nous avons une plateforme qui s'appelle la plateforme Magistère, mais et c'est aussi un élément à votre question de tout à l'heure, je crois que l'enseignement à distance, le MOOC, il est utile s'il est aussi accompagné. Il ne peut pas, enfin, vous voyez, si on le met sur une banque de ressources, sur un site, etc., puis qu'on dit allez-y, formez-vous, l'intérêt sera quand même relativement modeste. Et donc tout l'enjeu, c'est de faire des formations dites hybrides, et c'est un axe extrêmement fort que nous travaillons, notamment avec l'École supérieure de l'éducation nationale, qui est à Poitiers. Voilà.
Je voulais si on peut continuer sur la formation des enseignants. Oui, continue. Je voulais intervenir sur cette question parce qu'effectivement, c'est crucial. Donc, par rapport à ce que je vous ai présenté comme différence entre les élèves français et les élèves d'autres pays, c'est crucial d'introduire dans la formation des enseignants des éléments de psychologie de l'enfant, des éléments liés aux sciences cognitives qui démontrent non pas que la confiance en soi ou que l'anxiété sont seulement des conséquences de la réussite scolaire, mais aussi des causes. C'est-à-dire qu'un enfant n'est pas anxieux parce qu'il ne réussit pas, mais il ne réussit pas parce qu'il est anxieux. Il n'a pas une perte de confiance en lui parce qu'il ne réussit pas, mais parce qu'il n'a pas confiance en lui, il ne réussit pas. Donc il faut renverser, et ça c'est quelque chose sur lequel les enseignants ne sont pas du tout formés. C'est des travaux pourtant qui existent, qui sont surtout anglo-saxons, donc peut-être que l'accès à ces travaux de psychologie sociale qui démontrent justement le facteur causal qui va de ces compétences à la réussite scolaire ne sont pas connus des enseignants français. Je pense qu'il faut l'introduire dans la formation des enseignants à la fois initiale et continue, de manière à ce qu'effectivement on n'entende plus des professeurs, et c'est encore beaucoup le cas aujourd'hui, qui décident de noter très sévèrement leurs élèves en pensant que ça va les encourager. Ça n'a jamais encouragé personne qu'on pointe ces insuffisances. Pointer l'insuffisance d'un élève n'a jamais encouragé un élève à bosser davantage. Plutôt pointer sa capacité à faire mieux, oui, ça peut lui donner envie de travailler davantage, mais s'arrêter à un constat d'échec ou d'incompétence ne motive pas les élèves et au contraire favorise le découragement, donc favorise le fait qu'on arrête de travailler, et ça peut se passer dès l'âge de 6 ans en CP, des points rouges, des smileys qui font la tête. L'élève se dit bon ben moi je suis nul, et il y a cette stigmatisation, cet étiquetage de l'élève lui par rapport à lui-même qui va le désinvestir de son travail scolaire. Donc c'est là qu'on voit que cette notion des compétences comportementales comme cause de l'échec est très importante à introduire dans la formation des enseignants. Éric Charbonnier, vous vouliez intervenir sur la formation? Oui, sur un sujet qui est très très important. On peut le voir dans les études PISA. Vous avez des pays très différents en termes de système d'éducation qui réussissent bien, qui sont égalitaires et performants. Le Canada, la Corée, le Japon, l'Australie, la Finlande. Et puis finalement, le point commun, c'est vraiment les efforts qui ont été faits pour améliorer la formation des enseignants. Formation initiale, formation continue, mais aussi un aspect important dans ces pays-là, les meilleurs enseignants travaillent souvent dans les établissements les plus difficiles. Ça aussi, c'est un enjeu de la réussite, de faire en sorte que l'expérience, la facilité à travailler avec des publics défavorisés, on arrive à y mettre les meilleurs enseignants. En Corée, un enfant défavorisé a les plus grandes chances d'avoir le meilleur enseignant en mathématiques pour lui enseigner justement les fondamentaux et les compétences de base. Et le deuxième élément qui est très important, c'est la coopération. On voit encore une fois en France, au niveau du collège, que les enseignants français vont le moins souvent observer ce qui se passe dans la classe d'un de leurs voisins, que le chef d'établissement est le moins présent pour observer ses équipes pédagogiques. Je crois que là aussi, améliorer le métier d'enseignant et ce qui fonctionne ailleurs, c'est cette idée d'avoir une plus grande coopération entre les enseignants et les équipes pédagogiques et aussi avec le chef d'établissement, parce qu'il a aussi un rôle majeur dans la réussite des pays qui sont justement performants dans les études internationales. Juste 2 points par rapport à ça. Par rapport à ce que disait Madame sur Jean-Michel Blanquer a installé auprès de lui un conseil scientifique qui est composé de chercheurs de disciplines diversifiées, plurielles, et notamment qui est présidé par Stanislas Dehaene, qui est spécialiste des sciences cognitives. Donc c'est pour prendre en compte toutes ces nouvelles tous ces nouveaux éléments de la recherche, et notamment le conseil scientifique travaille d'une part sur les évaluations des élèves à l'école primaire, mais travaille aussi sur la formation des enseignants de manière à pouvoir utiliser les éléments de la recherche. Et puis par rapport à ce que disait Éric Charbonnier sur les enseignants expérimentés, dans les classes de CP à 12 élèves que nous avons mis en place à la rentrée 2017, et on continuera à la rentrée 2018 et 2019, vous savez, on dédouble là où la difficulté scolaire se concentre, de manière à ce que l'apprentissage
de la lecture et de l'écriture soit d'autant plus importante. Mais dans ces classes, il n'y a pas de néo-titulaires enseignants, il n'y a que des enseignants expérimentés. Gazinski, vous vouliez intervenir aussi? Oui, pour faire le lien entre différentes choses qui ont été évoquées jusque-là, notamment autour de la question de l'anxiété. Cette anxiété, ok, on peut la regarder avec l'optique sciences cognitives, l'optique psychologique, médicale, mais je pense que il y a un lien avec la place de la France dans la mondialisation sur cette anxiété, parce que on a 2 ou 3 caractéristiques, notamment une sur laquelle je voudrais insister, qui est l'âge d'obtention des diplômes. On est le pays, l'un des pays, je suis pas absolument sûr qu'on est le pays, où on obtient en moyenne les diplômes le plus tôt. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on valorise les trajectoires ultralinéaires, ultra rapides, et que on n'autorise pas aux jeunes, la plupart des jeunes, les chemins de traverse, les temps d'incertitude, les temps d'hésitation. Alors évidemment, certains peuvent se le permettre. Ceux qui ont les situations parentales les plus favorisées, plus gros capital social, plus gros capital culturel, capital économique, on peut partir à l'étranger 1 an, 1 année de césure, on peut prendre le temps d'obtenir un diplôme. Pour les autres, la plupart du temps, le système va dire soit vous pouvez continuer sur la voie la plus générale, c'est-à-dire celle qui retarde les choix d'orientation, qui arrive le plus vite en revanche vers les qualifications reconnues, soit alors vous allez être dirigé vers les filières professionnelles ou les filières qui visent une insertion plus rapide sur le marché du travail. Et c'est en lien avec ce que disait Monsieur Huard sur on demande tout à l'école. Et l'école, on lui demande de résoudre très fortement, de résorber des inégalités qui sont extrêmement fortes en amont. Hein, on a même si le niveau de qualification de la population augmente, on a des inégalités très fortes sur l'acquisition du langage avant l'école. Elles sont très fortes en aval, avec un marché du travail qui est très segmenté et qui fonctionne pas de manière optimale en France aujourd'hui. Et du coup, les parents, les enseignants, les élèves intériorisent cette contrainte sur ces attentes extrêmes et parfois contradictoires sur l'école, ce qui là aussi produit de l'anxiété. Et je pense que ce rapport anxieux des élèves à l'école, il ne se résout pas qu'avec de la psychologie, il se résout aussi avec de la politique, avec une définition de ce qu'on attend de l'école et de la façon dont on peut démocratiser aussi ce droit à l'erreur, ce droit à l'errance, qui est un des sujets de l'orientation qu'on peut avoir devant nous dans les années qui viennent. Oui, en prolongement en fait de ce qui vient d'être dit, il me semble qu'il y a un point qu'on n'a pas du tout abordé, c'est la formation professionnelle. Et c'est dommage parce que il faut bien penser l'articulation entre formation initiale et formation professionnelle, et ça peut être une part de la réponse du point que vous soulevez et qui est important, qui est effectivement l'anxiété. Alors c'est l'anxiété notamment au regard de l'insertion sur le marché du travail, mais sans doute pas que. Et la formation professionnelle, on sait qu'elle est perfectible en France. Je ne vais pas en dire tellement plus, au-delà du fait qu'elle est, elle fonctionne relativement bien pour les personnes qualifiées et beaucoup moins bien pour les personnes moins qualifiées. Le point sur lequel je voulais insister, c'était que pour que la formation professionnelle fonctionne bien, il faut que les personnes aient déjà un certain type de bagage. Et notamment, il faut que les personnes qui sont à qui on va, je sais pas si c'est le bon terme, enfin appliquer le processus de formation professionnelle, aient déjà, entre guillemets, appris à apprendre. Ceux qui sont déjà loin du savoir dans leur spécialité, enfin si je suis relativement clair, auront du mal ensuite à se reformer sur un nouveau métier. Et je crois que c'est vraiment sur cet élément-là que là aussi l'école peut avoir un input important pour apporter des éléments de sécurité au-delà du fonctionnement lui-même du secteur de la formation professionnelle. Oui. Merci d'avoir dit ça parce que c'est extrêmement important. Il y a 2 enjeux du coup pour nous.
par rapport à la capacité à se former tout au long de la vie, on revient aussi à la maîtrise, on revient bien sûr au fait de savoir apprendre à apprendre, mais on revient aussi aux savoirs fondamentaux. Et nous avons, le ministre a une priorité absolue pour l'apprentissage des savoirs fondamentaux, avec un objectif absolu de 100% de réussite à la fin de l'école primaire sur les compétences de lecture, d'écriture, de calcul, et également le savoir-être autour du respect d'autrui. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et c'est lié à la formation professionnelle, c'est tout l'enjeu sur l'enseignement professionnel et l'enseignement professionnel initial, qui, après l'enseignement primaire, est la deuxième priorité de Jean-Michel Blanquer, qui permet véritablement de valoriser des parcours qui sont des parcours qui permettent la poursuite d'études de plus en plus, mais aussi l'insertion directe dans l'emploi, avec des formations qui sont des formations de qualité. Et le ministre a demandé un rapport qui a été remis il y a une quinzaine de jours, qui lui a été remis il y a une quinzaine de jours. Il est actuellement en phase de concertation et il a une ambition extrêmement forte pour la valorisation de cet enseignement professionnel. Très bien. Écoutez, je crois que nous arrivons au terme de cette table ronde. S'il n'y a pas de questions dans la salle, une question. Voilà, j'avais pas compris si c'était. Oui, on a parlé d'éducation mondialisation. On n'a pas parlé d'anglais, du niveau d'anglais. Voilà, moi j'ai le sentiment qu'on va toujours être aussi mauvais en anglais que les années passées. Enfin, moi personnellement. Voilà, qu'est-ce qui nous permet d'espérer? Alors, j'ai bien fait de venir. En fait, je parlais des langues, c'est ce que j'avais sur mes petites fiches. J'ai pas eu l'occasion. C'est un enjeu considérable. C'est un enjeu considérable pour nos jeunes et nos étudiants à l'extérieur, mais c'est un enjeu considérable également pour l'attractivité de notre pays dans le contexte notamment du Brexit, l'attractivité de la France et des métropoles en France, c'est un enjeu considérable. Donc, dans la réforme du baccalauréat, il y aura, et c'est un engagement également du président de la République, un axe extrêmement fort sur les langues, et notamment la prise en compte d'attestations également de compétences qui permettront véritablement d'attester d'un niveau de langue. Ça permettra de mettre, je dirais, le système en mouvement également pour aller vers des compétences, à côté des compétences, je dirais, de civilisation, qui vont aujourd'hui avec l'enseignement des langues, mais qui permettront de mettre peut-être davantage l'accent sur des compétences linguistiques qui sont tout à fait fondamentales. Une autre question? Oui? Non? Ok, je voulais savoir... Ah oui. Ok, je pose la question? Ok. Pour la même jeune fille. Oui, une question là-bas. Oui, après monsieur, excusez-moi. Ok, j'avais une question. Tout à l'heure, vous parliez des compétences sociales et comportementales qui n'étaient pas adaptées justement, qui n'étaient pas adaptées à une économie mondialisée, qui ne poussaient pas à innover. Également du stress des élèves qui n'avaient pas forcément confiance en eux et voilà. J'ai une question du coup par rapport aux établissements qui proposeraient du coup une sorte d'éducation plus libre, par exemple dans des lycées autogérés, etc., etc. Est-ce que justement ce mode d'éducation pousserait pas justement les élèves à plus d'autonomie et à moins de stress et qui pourrait du coup les sortir de cette sécurité, à innover, etc. Merci pour cette question. Donc effectivement, c'est le travail qu'on a sur la planche actuellement, d'évaluer avec des expérimentations. Donc à grande échelle, on met en œuvre des pédagogies différentes, notamment Montessori qui reprend assez fortement cette idée de développer essentiellement les compétences comportementales et sociales des élèves. On est en train de lancer cette expérimentation avec le soutien du ministère de l'Éducation nationale. Donc je ne peux pas présager des résultats. L'intuition, c'est que ça permettrait de développer davantage les compétences sociales et comportementales et donc davantage la réussite scolaire. Mais dans 3-4 ans, on pourra répondre à la question. Pour l'instant, c'est à l'état de question de recherche. Monsieur, vous aviez une question? Oui, au début de la table ronde, il y a eu présentation d'une diapo intéressante sur les dépenses par élève, et avec raison, vous avez décomposé primaire, collège, lycée et enseignement supérieur. Il y a quand même une spécificité du système d'enseignement supérieur français, c'est la dichotomie entre les grandes écoles et le système universitaire classique.
Je pense qu'il aurait été pertinent de différencier les deux, parce que je pense que la dépense par élève pour les grandes écoles doit être nettement supérieure à ce qu'il y a dans le système universitaire classique. Et ensuite, ma deuxième question, c'est sur les dépenses par élève au niveau du lycée, qui sont là nettement supérieures à la moyenne de l'OCDE. Quelles sont les raisons principales, à part peut-être le grand nombre d'options en France? Merci. Juste avant de vous répondre, un tout petit aparté sur l'anxiété. Nos élèves sont pas si anxieux que ça. Ils sont très anxieux sur les mathématiques, beaucoup moins sur les autres matières. Sur le dernier PISA sur les sciences, les élèves français prenaient beaucoup de plaisir dans l'apprentissage des sciences. Donc c'est vraiment les mathématiques qui est très anxiogène pour nos élèves. Sur le coût du lycée, il y a différents facteurs. Un des facteurs dont on parle peu, c'est aussi le statut des enseignants. En France, les salaires sont inférieurs à la moyenne des pays de l'OCDE, mais le temps de présence dans les établissements est aussi inférieur. C'est-à-dire un enseignant agrégé fait 15 heures, un enseignant certifié fait 18 heures. En moyenne, dans les pays OCDE, les enseignants passent 21 heures devant les élèves. Ça ne veut pas dire que nos enseignants travaillent moins, il faut faire attention dans ce genre de discours, mais qu'une partie de leur temps de travail est passée en dehors des écoles. La formation professionnelle aussi a un coût. On a à peu près un diplômé sur 4 vient des filières professionnelles et c'est plus coûteux que les autres filières. Et dans d'autres pays, on a moins développé ces filières alors qu'elles sont importantes. On a les options du baccalauréat, en effet, qui ont aussi un coût. Donc il y a un ensemble de facteurs qui fait qu'on cumule les coûts, mais c'est clair qu'on a sous-investi dans les premiers niveaux d'éducation et quelque part dans le secondaire, la dépense explose un peu. Peut-être une dernière question, sinon on va déborder. Oui, bonjour. Je voudrais savoir, tout à l'heure vous avez parlé, je sais plus, il y avait un graphique qui parlait du déficit de confiance en soi pour les élèves français, etc. Est-ce que vous avez relevé une différence pour le bavardage en classe? Oui, effectivement, il y a un indice, j'ai pas présenté, de discipline en classe et les élèves français sont encore une fois au fond du tonneau. Donc, voilà, c'est lié à l'attention en classe, en tout cas, la capacité à être attentif en classe et aussi démarque aussi les élèves des autres pays. Mais votre question montre que vous avez été super attentif, donc. Bon, écoutez, merci beaucoup. On n'a plus qu'à souhaiter bonne chance à tous les élèves qui sont là. Et